Bruno, tu as quand même écrit un rapport de plus de 170 pages. Il y a tant que ça à dire sur la relation entre la France et l'Afrique? Non, on aurait pu faire 500 pages. C'est-à-dire que j'ai abordé tous les grands sujets. On n'a pas traité à fond les sujets, parce qu'en réalité, la relation avec les citoyens africains, avec les gouvernements africains, elle doit être prise dans sa globalité. Il n'y a pas une partie ou l'autre qu'il faut sortir. L'Afrique a tellement changé depuis 20 ans. La France, ou en tout cas une grande partie des Français qui ne vont pas beaucoup en Afrique, ont tellement peu vu changer l'Afrique depuis 20 ans qu'ils ont toujours l'impression de parler à des Africains il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Ils n'ont pas vu l'arrivée des Chinois, les Russes, les Turcs, le développement de la démographie. Ils n'ont pas vu l'entrepreneuriat. Il y a sans arrêt des gens qui créent des entreprises en Afrique. Et la vision qu'on a ici, un peu la vision des médias, un peu une vision immigrationnelle, un peu une vision négative pour ça. Mais parce qu'on ne voit pas, enfin, les Français, les médias, pas les tiens, mais ne montrent pas la vraie richesse, la vraie dynamique, la vraie créativité qu'on trouve en Afrique. Ça n'empêche pas que, comme il y a une démographie qui est très très forte, c'est vrai que beaucoup de gens ont du mal à se nourrir et à vivre correctement. Mais globalement, c'est un pays c'est un continent, parce que c'est les Afriques, c'est pas, voilà, mais qui évolue extrêmement vite. Et des gens comme toi, j'imagine, sont la preuve que, et moi j'en rencontre beaucoup, en Côte d'Ivoire, en Afrique, au Gabon, enfin partout, plutôt l'Afrique francophone du fait de mes fonctions, il y a une très très grande énergie, quoi. Cette énergie-là, dès qu'on arrive quelque part, on la sent. Ce qu'on sent aussi en arrivant, c'est la bienveillance et la gentillesse. Et quand on est en France, c'est vrai que les gens ont des rapports sociaux souvent difficiles, quoi. Et quand vous arrivez au Maroc, la première chose qu'on dit, c'est comment ça va? Tout le monde. Vous allez bien, bienvenue, etc. Enfin, et c'est pas forcé, c'est naturel. Et c'est vrai dans tous les pays d'Afrique. Du coup, tu as quand même eu besoin d'écrire un rapport parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas bien. En tout cas, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que la relation entre la France et plusieurs de ses anciennes colonies est au poids mort, pour ne citer que celle-là. D'autres en dents de scie. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'après toi aujourd'hui déjà, qu'est-ce qui ne marche plus ou qu'est-ce qui n'a pas marché? D'abord, il y a plein de choses qui marchent bien. Oui. Tu as dit, quand on va au Nigeria, en Égypte, en Afrique du Sud, qui sont les 3 pays dans lesquels la France commerce le plus, paradoxalement. Oui. Ce n'est pas les pays des anciennes colonies ou francophones, c'est les pays anglophones. Bon, la relation, elle est normale. Un Français au Nigeria, il se comporte comme un Anglais, enfin, il est en concurrence, donc il a un comportement normal. Il y a beaucoup de choses qui se passent très très bien. On a investi beaucoup d'actions qui sont faites. En Afrique francophone, il y a un quiproquo, à mon avis. C'est que nous, Français, enfin, vu du continent, quoi, hein, on a l'impression qu'on est sorti de la France-Afrique, on est sorti de la colonisation. La plupart des gens, ils savent dire, la colonisation, c'est dépassé. Voilà. En Afrique, on ne l'a pas encore dépassé. On en souffre encore. Et donc, dès que les Français ont un comportement ou une action qui les renvoie, qui renvoie les Africains à la période coloniale ou post-coloniale ou France africaine, voilà, ça les renvoie dans cette position-là. Alors qu'un Français qui ne fait pas attention, pour lui, c'est dépassé. Donc, ce n'est pas malveillant, forcément. C'est qu'en fait, il y a des quiproquos liés au fait qu'on ne se connaît plus bien. Il y avait une très belle formule du roi du Maroc, Hassan II, quand on lui avait demandé dans une émission de télé, mais Majesté, qui doit faire le premier pas? Ce sont les Marocains ou ce sont les Français? Il dit, mais c'est vous. Nous, on vous connaît. On va dans vos écoles, on écoute vos médias, on vous voit toute la journée, on est chez vous. Vous ne nous connaissez pas. C'est à vous de faire l'effort pour nous connaître. Et je pense c'était il y a une vingtaine d'années. C'est encore pire aujourd'hui, quoi. On connaît encore moins. Il y avait, il y a 30 ans, 10 000 coopérants français qui opéraient, pour la plupart, en Afrique. Des professeurs, des techniciens agricoles, et ils vivaient avec les populations, avec tout le monde. Il y avait une complicité. Aujourd'hui, il y en a 600 en Afrique. Voilà. Il y a moins de connaissances, il y a moins de Français présents en Afrique, et donc on connaît beaucoup moins l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui explique ce désengagement? Est-ce que c'est une volonté pour la France de finalement se tourner vers d'autres parties du monde, peut-être? Oui, c'est une forme de désengagement naturel, parce que le monde est en pleine compétition, et donc de l'Afrique francophone, on est allé au Nigeria, en Égypte, en Afrique du Sud, au Kenya, etc. Donc on a été voir d'autres univers aussi, ça c'est naturel, comme d'autres acteurs sont arrivés en Afrique. Et sur l'Afrique francophone, je pense que paradoxalement, effectivement, il y a eu la fermeture de ce ministère de la coopération dans la fin des années 90, qui justement avait été dissous ou fermé pour pas reproduire la France-Afrique et quitter cette période de la France-Afrique. Et ben aujourd'hui, on se retrouve avec une mauvaise connaissance, en tout cas une moins bonne connaissance de la façon dont l'Afrique a évolué. Il va falloir reprendre un peu ces éléments, mais aujourd'hui c'est plutôt un facteur naturel en tout cas qui amène ça. Et la complicité, quand j'emploie ce mot-là, il y a une affection, il y a une complicité entre des Africains francophones et un Français d'origine, j'allais dire. Enfin voilà, quelqu'un de blanc comme moi. Il y a une complicité. Mais tu dis qu'il y a une complicité, mais pendant la crise ukrainienne, on a entendu dans les médias plusieurs spécialistes nous expliquer qu'un Ukrainien était beaucoup plus proche d'un Français parce qu'il vit en Europe et donc il méritait d'être accueilli parce qu'il est en souffrance par rapport à un Malien, par exemple. Oui. Ça fait partie des choses qui ont heurté les gens en Afrique. Des choses qui heurtent, oui, bien sûr. Ça heurte. Quand vous avez à la préfecture de police de Paris une file spéciale pour les Ukrainiens et 3 heures d'attente pour les autres citoyens, la plupart africains, enfin souvent africains, ça heurte aussi dans les universités, les inscriptions, les titres de séjour, et ça, oui, ça heurte. Mais c'est vrai qu'il y a une proximité géographique. On a souvent fonctionné comme ça dans le monde. Quand un conflit a lieu à côté de chez vous, je vais dans quelques jours en RDC. Il y a eu plus de 10 millions de personnes mortes ou déplacées, des souffrances énormes dans l'Est de la RDC. Vu d'ici, c'est vrai qu'on n'a pas conscience suffisamment de ce conflit. C'est vrai que ça fait un peu de poids, de mesure, mais c'est surtout lié à la proximité géographique, je pense. Tout à l'heure, tu as prononcé un mot qui va être très important dans le cadre de j'ai fait une erreur, alors. Pas du tout, la France-Afrique. Ouais. Et tu as sous-entendu dans ton propos que c'est quelque chose qui appartient à une autre époque. D'un point de vue des consciences françaises, oui. Justement. Pour toi déjà, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot? Parce que peut-être que si on est d'accord sur ce que l'on met derrière ce mot, on peut se comprendre sur si ça existe toujours ou pas. Parce que pour beaucoup de gens, la France-Afrique n'a jamais cessé d'exister. Elle a plutôt muté parfois. Et aujourd'hui, elle est toujours présente. Et des situations comme celle qu'on a vécue au Tchad récemment ont suffi à le montrer au grand jour. Je pense que d'abord, dans la France-Afrique, pour moi, alors moi je ne l'ai pas vécu, c'était mes parents ou mes grands-parents, enfin, moi je n'ai pas vécu directement. Mais la France-Afrique, pour moi, c'est d'abord de la complicité, c'est d'abord de l'amour, c'est d'abord de l'affection, c'est d'abord une vie commune qui est une histoire commune. Voilà. Et quand vous voyez, je parle de francophonie là, ça m'est arrivé comme ça, un Cambodgien et un Sénégalais qui ne se connaissaient pas, qui se voient et qui s'embrassent, sur la présomption de la même langue et de la même forme de culture commune, quoi. Voilà. Donc pour moi, je ne voudrais pas être que négatif avec ça. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Mais ce qui fait que les relations sont froides, oui. C'est ce qui ne marche pas. C'est pas ce qui marche. Je vais revenir là-dessus. Le rapport est assez clair là-dessus. Et j'esquive pas les questions, etc. Mais c'est pas que négatif. Il y a quand même une histoire commune. Et voilà. Enfin, je voudrais qu'il y ait cet élément-là. Après, ce qui s'est passé aux indépendances, c'est que De Gaulle avait une doctrine qui était très simple et très claire, qui fonctionnait pour l'époque, qui est de dire, OK, indépendance, moi j'assure la sécurité des régimes, c'est-à-dire des familles, pas des États, des familles, c'est assez clair ce que je dis, en échange de quoi, et puis un peu de développement aussi, en échange de quoi vous votez pour la France à l'ONU, quoi, en gros, quoi. Enfin, en tout cas, vous apportez votre voix dans le Conseil international, ce qui a donné à la France une influence au plan mondial, notamment après la guerre et dans les 2 décennies qui ont suivi, très très forte, quoi. Voilà. Donc c'était un bon deal, je pense, à l'époque. La démocratie. Un bon deal pour qui? Un bon deal pour la France et un bon deal pour les dirigeants africains. C'est ça.
Voilà. Et donc, dans la France-Afrique, il y avait aussi, je conforte les régimes, les familles. Tout à fait. Voilà. Je les protège même. Protège. Parfois, je les mets au pouvoir. Tout à fait. Parfois, je propose et alors, on commence à avoir les éléments maintenant. Et parfois, je favorise un coup d'État ou je défends tel ou tel. Voilà, c'était ça. Après, il y a eu des flux financiers qu'on connaît, pas dans le détail, mais on sait très bien que la France-Afrique, c'est aussi des flux financiers, des mallettes, etc. Mais c'est pas que ça. C'est pour ça que j'ai commencé aussi par dire l'éducation, l'amour, c'est aussi ça. Mais aujourd'hui, dans la France-Afrique, c'est surtout le comportement des dirigeants de l'époque. Mais, je voudrais dire, autant africains que français. Bien sûr. Hein, mais les dirigeants africains choisis par la France. Oui, mais bien sûr, tout à fait. Choisis ou cooptés, ou agréés, etc. Tout à fait. Mais voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, clairement, quand vous êtes français, on ne fait plus ça. Ça n'existe plus. On ne fait plus quoi? Ben, on ne met plus au pouvoir quelqu'un. Quand arrive François Mitterrand, il fait un discours très important à La Baule en 1990. Il dit, voilà, moi je garantis à présent la sécurité des États, plus des régimes. Donc il change de doctrine, il baisse sa garantie. Et il augmente la conditionnalité, la condition en disant, je fais ça pour les États qui se lancent dans un processus démocratique. Donc une condition supplémentaire et une garantie inférieure, etc. Ça, c'est très vertueux, sauf que ça n'a pas été fait. Tout à fait. Voilà. Et j'ai un exemple qui est très simple, que je vais prendre là, qui est proche du Cameroun, c'est que quand François Hollande décide de ne plus recevoir le président Obiang de Guinée équatoriale à cause des biens mal acquis, parce que du coup la gouvernance est dégradée et a une mauvaise image. Voilà. S'il fait ça avec la Guinée équatoriale, il doit faire ça avec le Gabon. Du président Omar Bongo à l'époque, et quand sous Hollande, c'était Ali Bongo. Voilà. Mais d'un côté, on dit bon non, la Guinée équatoriale, ils ne sont pas fréquentables, on ne les voit pas, etc. Et de l'autre, on continue à avoir des relations avec le Gabon, politiques, économiques, très très fortes. Et donc ça, c'est pas lisible pour... Oui, mais est-ce que ce brouillard-là, il persiste jusqu'aujourd'hui? Quand on dit d'un côté qu'on ne parle pas aux putschistes qui viennent du Mali, mais que de l'autre côté, on parle aux... Je ne sais pas si je vais les appeler putschistes du Tchad, c'est tout aussi illisible. Oui. Et on a tendance à se dire qu'au final, ça n'a pas changé. Oui, ça a changé ou du moins, c'est peut-être fait différemment, mais... Oui, c'est plus du tout la même chose. Mais effectivement, ça entretient une forme de confusion. Et ce que je dis dans le rapport, je liste 7 ou 8 points qui sont des attitudes que nous, on exerce aujourd'hui, qui pour nous, vu de Paris, ne sont plus des attitudes liées à la France-Afrique, mais qui renvoient à ce qui se faisait avant. Est-ce que tu peux nous parler de quelques-unes? Oui, mais je parle de ça. Tu as cité le Tchad. Oui, le Tchad, typiquement, c'est un point difficile à comprendre. Si on a une relation forte avec des pays africains, avec des valeurs de démocratie, c'est-à-dire état de droit, liberté publique, etc. Bon, en tout cas en tendance. C'est difficile de comprendre qu'on va au Tchad et qu'on a ici une succession du maréchal Déby